Alors, merci à vous, et j'ai le plaisir de passer la parole au professeur Czeslaw Amarel, qui va nous parler des crises migratoires à l'ère des technologies biométriques et de l'IA, le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Vous connaissez évidemment Czeslaw Amarel, qui est professeur de droit des migrations à l'université, ancienne conseillère d'État, ministre, pour ceux qui savent, qui viennent de France ou d'Italie, de la République et canton de Vaud, qui était ministre de la formation et de la jeunesse. Et puis Czeslaw est donc professeur ici dans cette université. C'est un bonheur et un honneur de passer la parole, Czeslaw. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur Imbert pour cette invitation. C'est vrai que dans le cadre des tensions entre l'aide humanitaire et la gestion migratoire, il y a, c'est vrai, tout ce qui relève de la gestion des frontières, et en particulier des frontières externes à l'Union européenne. Et il se trouve que, coïncidence temporelle, en ce moment, l'Union européenne est en train de discuter. Il y a la France, évidemment, qui discute beaucoup sur sa loi sur l'immigration, mais il y a aussi le Parlement européen actuellement qui est en train de finaliser les propositions de la Commission européenne dans le cadre de son pacte sur la migration et l'asile. Et c'est un texte qui renforce énormément ce qu'on appelle les technofrontières de l'Europe, qui ont pour effet de rendre en fait le parcours migratoire encore plus dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc pour parler de cette thématique, je vous propose de passer sur 4 points qui me paraissent importants dans cette discussion. C'est d'abord savoir ce dont on parle sur les fameuses crises migratoires en Europe, sur le cadre institutionnel, ce nouveau pacte sur la migration et l'asile et les législations à venir, et puis un petit focus sur les droits humains concernant ces questions de crise migratoire et quelques phrases de conclusion. S'agissant des crises migratoires en Europe, en fait, ce qu'on appelle crise migratoire, c'est en réalité une augmentation des conflits et des situations de violation des droits humains au cours de cette dernière décennie qui s'est poursuivie jusqu'en 2023. Donc il y a une combinaison de crises, notamment de conflits nouveaux, de conflits en cours, de chocs climatiques, de troubles géopolitiques, de violations et de persécutions qui a conduit en fait à ce qu'on arrive à peu près 108 millions de personnes déplacées, forcées. Et c'est vrai que c'est un élément très paradoxal parce que bientôt on sera 9 milliards sur la Terre. Certains démographes et géographes disent que plus on est nombreux, plus on bouge. En fait, c'est un phénomène récurrent. Au XVIIIe siècle, on était quelques dizaines de millions à bouger. Au XXe siècle, on était quelques centaines de millions à bouger. Et au XXIe siècle, on sera probablement plus d'1 milliard à bouger. Quand on dit migration, on dit mouvement, et c'est vrai que cette corrélation entre le nombre de personnes et le nombre de personnes qui bougent est absolument limpide du point de vue de la linéarité historique. Donc si vous voulez, au niveau historique, on n'aura jamais été aussi nombreux. Alors il y aura un fléchissement, mais en même temps ce fléchissement démographique lié à la baisse du taux de fécondité va coïncider avec une densification des zones qui vont recevoir des gens, qui vont accueillir des gens. Parce qu'on a à peu près 12 millions de migrants climatiques, comme on dit, mais le stress hydrique, le réchauffement dans certaines zones du globe va faire qu'on aura une augmentation des zones qui seront inhabitées et une augmentation dans la densité importante d'habitants par rapport à des zones qu'on dit géographiquement résilientes par rapport au climat. Donc, si vous voulez, ce couplage de choses est assez unique dans l'histoire humaine. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on a
une certitude, c'est que la question les crises migratoires vont continuer. Il y aura un nombre de déplacements de personnes, en particulier de déplacements forcés, qui va être très important. Et puis, il se trouve qu'en Europe, eh bien, on a aussi un niveau historique de personnes déplacées parce qu'on couple des crises migratoires avec aujourd'hui la question ukrainienne, avec les 5,7 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine depuis vers l'Europe, et puis les plus de 4 millions qui viennent en fait de pays qui sont plus éloignés. En particulier les questions en lien avec la Syrie et l'Afghanistan. Donc, si vous voulez, ces éléments sont quand même relativement importants à garder en tête. Et puis, du point de vue aussi européen, on a une forte augmentation, c'est vrai, des nombres des demandes d'asile, puisque les pays européens ont reçu un nombre nettement plus élevé de demandes de protection internationale que dans les années précédentes. Il y a presque, vous le voyez, il y a presque 1 million en fait, de demandes de protection internationale qui ont été déposées. C'est à peu près 40% d'augmentation par rapport à ce qui s'est fait durant la période du Covid. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mais c'est vrai qu'il y a le nombre de demandes en fait, qui proviennent par rapport à 1000 habitants. Vous le voyez, la Suisse, ici, a à peu près 2,6 demandes par rapport à 1000 habitants. Elle est au niveau de l'Allemagne, et puis elle fait partie en fait des pays qui font leur travail en termes de gestion en fait des demandes d'asile. Pas tellement plus, enfin, il y a des pays qui font bien plus. Si vous regardez la Grèce ou Chypre, évidemment qu'ils réceptionnent des demandes d'asile plus importantes que la Suisse. Le Luxembourg le fait aussi, mais c'est aussi lié à son nombre de population. Mais disons, la Suisse est dans une moyenne qui l'apparente à l'Allemagne ou l'apparente un peu à la Belgique également. Autre élément, comme Nago, je ne vais pas vous mettre trop de chiffres, mais quand même, c'est un petit peu pour avoir une contextualisation de ce qui est en train de se passer. Il y a une augmentation du nombre de demandes d'asile et une apparition en fait ça c'est très clair, les nombres de demandes d'asile étaient en 2019 à 700 000. On est presque au niveau des demandes d'asile à presque 1 million. Et puis, c'est vrai que le nombre en fait, de demandes pour la première fois, c'est-à-dire la question, elle est importante parce qu'on voit une apparition de ce qu'on appelle les mouvements secondaires avec en bleu foncé à partir de 2021. On voit qu'il y a une augmentation du nombre de personnes en bleu foncé qui font des mouvements secondaires. Autre élément important, c'est l'augmentation des octrois du statut de réfugié. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'on dit souvent l'Europe, on l'attaque, c'est vrai, c'est une politique migratoire qui est stricte et qui va le devenir de plus en plus. Mais si vous regardez dans l'augmentation des octrois de statut de réfugié, on est passé de 20 à 22%. Par exemple, dans la zone bleue, on a qui est donc les rejets. On a une stabilisation en fait du nombre de rejets à peu près à 50%. Donc, lorsque vous avez un demandeur d'asile, normalement, une fois sur deux, il obtient soit un statut de réfugié, soit un statut subsidiaire, soit un statut humanitaire. Ce qui doit quand même, en Suisse, c'est un peu plus, c'est plus de 60%. Donc, on est quand même dans des terrains qui sont fermés avec une politique d'asile stricte, mais avec quand même des octrois de statut de réfugié qui sont possibles.
Et dans le domaine de l'admission humanitaire, la partie bleue, les efforts se sont principalement concentrés sur les ressortissants afghans qui étaient menacés. Et pour terminer cette petite analyse, ce sont les Syriens, les Ukrainiens bien sûr, et les Érythréens qui affichent le taux de reconnaissance le plus élevé en 2022. Un point de déception, c'est la question de la politique de réinstallation, puisque, vous le savez, c'est ce programme qui consiste à dire que pour les pays en fait, dont la charge de l'asile est trop importante, on va faire en sorte de pouvoir réinstaller progressivement les personnes qui sont demandeuses de protection vers d'autres pays qui sont moins chargés en termes d'accueil. Eh bien, on voit qu'il y a un affaissement du nombre de personnes qui sont dans ces programmes de réinstallation. La forte pression qui avait été, c'est vrai, exercée sur les systèmes d'accueil nationaux a en fait entraîné des retards dans la mise en œuvre en fait des engagements dans le domaine de la réinstallation par de nombreux pays de l'Union européenne. Donc on est dans une diminution. En 2019 avec presque 25 000 personnes touchées par le programme de réinstallation. On a une réduction à 20 000 de ce programme aujourd'hui, et c'est un peu inquiétant parce que c'est ce système qui est valorisé par le pacte sur la migration et l'asile en particulier qu'on va voir. Enfin, presque dernier slide sur les chiffres, on voit bien que dans l'architecture des protections en droit d'asile, on a toujours une augmentation légère mais quand même constante des personnes qui reçoivent le statut de réfugié classique, et puis une augmentation assez forte en vert pour les personnes qui reçoivent la protection subsidiaire, c'est-à-dire cette protection qui est utilisée pour les personnes qui ne sont pas persécutées individuellement, mais qui viennent en général de pays en guerre. Donc une augmentation de la zone en jaune pour les réfugiés statutaires classiques, et puis une augmentation aussi pour les réfugiés en vert qui sont en admission provisoire. Et puis une stagnation en bleu des personnes soumises à la réinstallation, et puis une petite augmentation des personnes avec statut humanitaire, cas de rigueur, qui sont en bleu foncé. Les chiffres suisses, ils coïncident qui confirment en fait les évolutions qui sont analysées dans ce qu'on a vu dans le domaine du droit d'asile. On est en ce moment à plus de 27 000 demandes d'asile pour 2022 et surtout pour 2023. On n'en est pas encore au stade de 2015 avec près de 40 000 demandes d'asile par année, mais il y a une augmentation certaine qui est liée au couplage des problèmes en Ukraine et au couplage de tous ces problèmes liés à l'Afghanistan, liés à tout ce qui relève aussi des pays qu'on a évoqués, les Syriens, les Érythréens. Le gros problème qu'a l'Europe aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'immigration irrégulière, c'est ce qu'elle considère comme étant le point le plus problématique de sa politique actuelle. Donc les frontières extérieures de l'Union européenne, elles vont continuer à subir une pression accrue, évidemment. Les arrivées augmentent fortement pour déjà la deuxième année consécutive, et selon les données qui ont été recueillies par Frontex, il y a à peu près 330 000 franchissements irréguliers qui ont été détectés à la frontière extérieure en 2022, ce qui représente une augmentation de 64% en fait par rapport à 2021. Et c'est ça qui est problématique pour les gouvernements et pour les institutions européennes. Ils cherchent à remédier à la situation en fait de l'immigration irrégulière, de ces presque un demi-million de personnes qui peut entrer de manière irrégulière dans l'Union européenne.
Et ça, évidemment, ça a suscité de nombreuses discussions, des plans d'action pour les 3 routes, en fait, qui permettent aux personnes d'entrer irrégulièrement dans l'Europe. Alors en 2022, c'est la route de la Méditerranée centrale qui a été la plus utilisée. L'Union européenne et ses membres ont continué évidemment à prêter assistance aux personnes et aux navires en détresse en mer Méditerranée par le biais d'opérations de recherche et de sauvetage. On a une absence de mécanismes communément acceptés et prévisibles à l'échelle de l'Union en ce qui concerne les événements, les opérations de recherche et de sauvetage. Donc il y a des limitations des dispositions et des pratiques actuelles qui continuent de faire l'objet évidemment de nombreuses critiques, comme vous le savez, et qui, disons, font l'objet de discussions au niveau politique avec des tentatives de coordination, y compris dans le cadre du pacte sur la migration et l'asile. Donc le manque de coordination des activités de recherche et de sauvetage et l'action aussi de certains pays de manière isolée pour criminaliser aussi les ONG qui sont impliquées dans ces activités a touché en particulier la Méditerranée centrale. Donc quand vous le regardez en bleu turquoise, c'est la route centrale en Méditerranée centrale avec plus de 30 000 personnes dont on ne connaît pas la nationalité, des personnes, à peu près 15 000 qui viennent de Guinée, d'autres qui viennent de la Côte d'Ivoire, de Tunisie, à peu près 10 000, 11 000 personnes, etc., et d'Égypte. Et puis vous avez aussi d'autres dans la route de l'Est. Vous avez surtout les Syriens, les Palestiniens, les Afghans, la Somalie, l'Ukraine. Et puis dans la route de l'Ouest, c'est plutôt le Maroc et l'Algérie qui tiennent le haut du panier. Donc c'est ça un peu le problème. On parle beaucoup de la crise de l'asile, mais il faut savoir que derrière, en fait, dans les discussions politiques, c'est essentiellement cette question de l'immigration irrégulière, le fait que l'Europe peut être perçue comme une passoire qui va être l'objet de nombreuses critiques. Donc, pour les crises, au cours du second semestre 2015, en fait, il y a eu un dispositif intégré de l'Union européenne pour des réactions au niveau politique dans les situations de crise. C'est ce qu'on appelle les IPCR, qui est un des mécanismes qui a été créé par l'Union européenne pour réagir en cas de crise. Et la présidence du Conseil peut y recourir pour coordonner la riposte face à une crise majeure et complexe. Donc il y a différents outils qui sont prévus par ces mécanismes. C'est des partages d'informations, des facilitations de collaboration, des coordinations d'action. Il se trouve que ce IPCR a été activé au niveau européen à plusieurs reprises pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pour les crises au Proche-Orient, le séisme en Turquie et en Syrie, la pandémie évidemment de Covid-19 et il a été activé pour la crise migratoire de 2015. Depuis la crise migratoire de 2015, en fait, ça a été fait activer en novembre 2015. La présidence a placé d'ailleurs l'IPCR parce qu'il y a plusieurs degrés en fait dans l'activation de ce dispositif. Il l'a activé en mode activation totale, c'est-à-dire le maximum de l'activation du mécanisme, contrairement à d'autres situations de crise qu'on a évoquées ici. La migration, c'est en crise d'activation totale et ce mécanisme est activé depuis lors. Donc c'est le seul domaine, je dirais, du domaine politique qui a fait activer cet IPCR en mode d'activation totale et qui n'a pas été désactivé depuis lors. Donc c'est vous dire aussi si l'objectif est vraiment pour l'Union européenne. Je pense que pour eux, évidemment pour les institutions, c'est une question à ce stade qui est
une question de crédibilité institutionnelle et politique pour l'Europe, c'est de montrer en fait à sa population qu'ils gèrent ces crises et qu'ils sont en situation d'activation totale, comme ils le disent eux-mêmes. L'objectif, c'est vraiment de suivre l'évolution des mouvements migratoires, d'assister le processus de décision et de prendre les mesures les plus rapides possibles. Au-delà de cet IPCR, ils ont mis évidemment en place une discussion sur ce qui va déboucher sur le pacte sur la migration et l'asile, puisque la plupart, en fait, des propositions sur le pacte sur la migration et l'asile n'ont pas encore été adoptées, mais la Commission a fait sa proposition, le Conseil s'est engagé à finaliser la réforme et c'est sur la table du Parlement européen qui a un échéancier assez serré, puisque cet échéancier, c'est printemps 2024. Tout doit être plié à ce moment-là et prêt pour entrer en vigueur les mois d'après. Donc la volonté, c'est une volonté de réforme globale de la politique d'immigration assortie d'un ensemble de règlements qui visent à créer une politique migratoire complète et qui cherche à gérer, à normaliser les migrations à long terme, établir une approche commune de la migration fondée sur les valeurs de l'Union européenne. Dans les points principaux, je crois que je vais le dire d'emblée, c'est évidemment de renforcer les partenariats avec les États non européens pour prévenir les départs de migrants vers l'Europe et puis pour collaborer davantage en termes d'expulsion. C'est ce qu'on appelle les fameux accords de réadmission. Il y a 18 accords de réadmission importants qui ont une force normative et tous les autres sont des accords de réadmission, c'est des Memorandum of Understanding qui sont du soft law, comme on dit en droit, et qui, disons, ont pour but de, gérer surtout la question des retours. Et il se trouve qu'il y a aussi une espèce de négociation parfois entre les visas et l'adhésion en fait du pays d'origine à la capacité à recevoir à nouveau ses propres ressortissants. Donc on pourra en discuter éventuellement dans le cadre de la discussion ultérieure. Et puis, autre phénomène très important de ce pacte, c'est qu'il généralise le modèle des hotspots. Les hotspots, c'est l'endroit, où on l'a notamment en Grèce et en Italie, vous avez des hotspots, c'est-à-dire des endroits qui sont identifiés pour aller déposer une demande d'asile et pouvoir entrer en fait sur le territoire européen. Et, disons, les décisions liées à ces demandes d'asile se feront extrêmement rapidement. Il y aura 3 types de procédures. Soit vous venez de pays où le taux de reconnaissance est assez élevé, et plus de 20%, et donc vous avez une procédure d'asile accélérée. Soit vous avez des éléments manifestes qui démontrent que vous êtes un vrai réfugié et vous êtes en procédure, vous passez en procédure ordinaire, soit vous n'avez rien de tout ça et vous êtes expulsable rapidement, pour être tout à fait clair. Donc, si vous voulez, il y aura en l'espace de 5, voire maximum 10 jours, une détermination sur le type de procédure qui sera la vôtre et une reconduction dans le pays d'origine ou pays sûr, tels que la Turquie, la Libye, le Maroc ou la Tunisie, qui sera possible. Donc c'est un dispositif qui coïncide avec un dispositif d'enfermement, avec un dispositif de tri et un dispositif de refoulement extrêmement serré aux frontières européennes. Donc les seules personnes qui entreraient dans le territoire européen, ce seront des personnes qui seront vraiment dans le cadre de la politique d'asile. Donc, procédure d'asile accélérée à la frontière qui mène, enfin, il y a toute une série de délais dont je vous fais l'impasse, mais seules, en fait, les personnes en procédure normale, pour les personnes considérées comme éligibles à la protection,
En gros, ce sera surtout les enfants de moins de 12 ans, les familles et les personnes malades qui pourront bénéficier de la procédure d'asile normale. Évidemment, se pose la question pour les spécialistes de l'asile, comment est-ce qu'un taux de reconnaissance, la question du taux de reconnaissance général peut conditionner le fait d'entrer dans une procédure d'asile accélérée à la frontière. Évidemment que ça, c'est une question juridique assez sensible parce que les taux de reconnaissance, vous le savez, ils fluctuent, ils évoluent en fonction de la situation du pays et c'est vrai que ça, c'est un élément discutable. Et puis, c'est vrai que les hotspots permettront une procédure d'expulsion immédiate depuis la frontière pour toutes les personnes qui auront été rejetées par ce dispositif de tri. Et l'expulsion doit être réalisée au maximum dans les 3 mois. Il y a 12 semaines maximum pour le temps qui passe de l'opération du tri à l'opération de l'expulsion. Donc, on a associé à ça une modification du système d'asile européen, Dublin-Rest, évidemment le système Dublin-Rest, avec des nouveaux critères de détermination de l'État responsable. Là, il y a un assouplissement lié à la question, par exemple, de l'intérêt supérieur de l'enfant qui sera pris. Le critère du premier pays sera toujours pris en compte, mais d'autres critères, comme par exemple le lieu où vous avez obtenu un diplôme, si vous avez un diplôme qui vient d'un pays européen, etc., est pris en compte. Et puis d'autres éléments concernant l'harmonisation des conditions d'accueil et de protection, et puis une dérogation au droit d'asile en cas de crise ou d'instrumentalisation. Ça, c'est aussi des éléments dont on attend encore un certain nombre de clarifications et de détails qui ne sont pas encore totalement affinés. Évidemment qu'il y a d'autres points qui concerne aussi la question humanitaire, c'est la recommandation sur la coopération en matière de recherche et de sauvetage et orientation sur la non-criminalisation de la recherche et du sauvetage. Il y a aussi d'autres éléments, le coordinateur des recours pour mettre en place un système de retour européen commun, des mécanismes de solidarité volontaire, ça c'est pour la réinstallation, puisque 23 États membres sont volontaires pour dynamiser le système de la relocalisation de certains demandeurs d'asile, comme ça avait été fait pour la Chypre et la Grèce, l'Italie, Malte et l'Espagne. À des moments donnés, à partir de 2023, il y a cette volonté de relancer la dynamique de la relocalisation. Et j'en viens à cela, je suis désolée, c'est en anglais. Avec le pacte sur l'asile et l'immigration, vous allez avoir associé toute une série de règlements qui vont être modifiés. C'est ce qui est en rouge. Donc c'est une sorte de route, hein, cette mise en place du pacte. Il y a un certain nombre de choses qui ont été adoptées, mais ce qui va être le plus sensible, c'est ce qui est en rouge, et c'est un certain nombre d'adoptions de règlements qui concernent en particulier ce qu'on appelle les technofrontières. Parce que pour pouvoir mettre en place un système de hotspot généralisé en Europe, et pour pouvoir faire en sorte que s'il y a des hotspots, ça veut dire que les frontières sont encore moins poreuses qu'elles le sont maintenant. Ça veut dire que en gros, les chiffres dont on a vu tout à l'heure de l'immigration irrégulière, il va falloir les stopper. Et donc, on va renforcer les frontières. La seule manière de renforcer les frontières, c'est de mettre en place des techno-frontières, c'est-à-dire des frontières qui sont techniquement renforcées. Et c'est ce que permettent, en fait, ces règlements européens qu'on va voir maintenant et qui sont en rouge. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est avec ce renforcement des technofrontières, avant d'arriver au règlement, il y aura aussi une remise en question du principe de libre circulation interne. Vous vous rappelez, Schengen, c'est
un durcissement des contrôles des frontières externes, mais un assouplissement des frontières internes. Quand vous voulez aller en Allemagne, en France, vous n'avez pas besoin de passer par un poste frontière. Il se trouve que pour se battre contre l'immigration irrégulière, l'Union européenne veut assouplir la question du principe de libre circulation interne au sein de l'Union européenne et de permettre des rétablissements progressifs des contrôles aux frontières internes, comme ça a déjà été un peu fait à partir de 2015 à cause de la crise syrienne, mais en assouplissant encore plus. Et ça, c'est une proposition qu'on va voir tout à l'heure de refonte du code frontière Schengen. Et puis aussi, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est ces règlements cités en rouge ici. Ils concernent le filtrage et ils concernent Eurodac, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Tout ça pour vous dire que les modifications législatives qui sont ici en rouge contribuent à répandre et durcir la problématique installée des technofrontières européennes, mais ce qui a comme élément nouveau, c'est que c'est non seulement des technofrontières externes à l'Union européenne, on a souvent parlé de la forteresse Europe, cette forteresse, elle se concrétise par ces technofrontières et les hotspots qui permettent de faire le tri, et puis aussi par des technofrontières qui commencent à s'installer au niveau interne à l'Union européenne, et c'est ce qu'on va voir avec la modification du code frontière Schengen. Le problème, c'est qu'au niveau humanitaire, c'est là où, mesdames et messieurs, vous avez à avoir du travail, c'est que plus vous durcissez les frontières, plus vous mettez en place des zones qui sont dangereuses. On l'a vu, par exemple, dans le cas de Ceuta et Melilla, plus vous mettez en place les technofrontières, plus vous mettez en place autour de ces technofrontières des zones de non-droit, des zones où il y a des violations massives des droits humains et des zones où, évidemment, le travail humanitaire devrait pouvoir se faire. Donc, dangerosité accrue du parcours migratoire avec ces technofrontières. Les technofrontières, ce n'est pas un élément nouveau, hein. C'est un élément qui a été développé il y a déjà 30 ans. On est passé d'un contrôle des frontières à un contrôle qui est de plus en plus basé sur les technologies, avec beaucoup d'infrastructures et de systèmes de surveillance, avec beaucoup de fonds publics qui ont été mis en place pour appuyer les États à mettre en place leurs technofrontières. Ces frontières, si vous prenez la période budgétaire 2021-2027, pour la Grèce, c'est 1,5 milliard qui est donné par l'Union européenne pour mettre en place les technofrontières en Grèce. Pour la France, c'est 207 millions, la Croatie 155 millions, etc., l'Espagne 325 millions, et ça s'ajoute à ce que met en plus l'État lui-même pour garantir ses frontières. Il y a aussi des nouveaux programmes de recherche, mais ça, on n'a pas tellement le temps de le voir. Le cas de l'Espagne est absolument emblématique de la mise en place de cette technification des frontières. On avait d'abord Ceuta et Melilla, il y avait 100 soldats de la Guardia Civile espagnole au début la mi des années 90, en 1995, et puis petit à petit, il y a eu une progressivité sur ce terrain avec une deuxième couche de clôture qui a été mise en place en 98, la mise en place de pointage depuis Algeciras où finalement tout était, il y avait des capteurs qui permettaient depuis Algeciras de voir s'il y avait des personnes qui arrivaient avec des capteurs de chaleur thermique, etc. Il y a eu la mise en place d'une troisième couche de clôture. Donc tout ça fait beaucoup de clôture, avec l'autorisation, parce qu'on avait enlevé les barbelés, on avait dit on met une deuxième couche de clôture mais on enlève les barbelés. Là on met une troisième couche de clôture et on rajoute les barbelés, plus un renforcement de la triple clôture avec des métaux anti-escalade, ce qui a eu évidemment comme effet d'avoir des gens qui sont morts
en essayant d'escalader ces clôtures, et puis la mise en place d'Eurosur qui est, elle, en charge de surveiller en fait ces endroits. Donc, vous avez déjà ça. Maintenant, avec le pacte sur l'asile et l'immigration, sur la migration et l'asile, vous aurez 4 nouveaux projets de règlement qui vont durcir les technofrontières. Donc, c'est Eurodac, le règlement sur le filtrage, le code frontière Schengen, et puis, même si c'est hors du pacte, il y a la question de la loi sur l'intelligence artificielle. Je vais aller assez vite. Sur Eurodac, il y a un élargissement. Eurodac, c'est ce règlement qui permet à l'Union européenne de prendre les empreintes digitales des demandeurs d'asile. À la base, c'était ça. Il se trouve que le projet de règlement qui est, disons, ici soumis, qui est sur la table du Parlement, il permet d'élargir massivement les bases de données et les fins auxquelles elle peut être utilisée. Ce n'est pas seulement que les empreintes digitales, ce sera aussi les images faciales, une multitude de données biographiques, et ça concernera un nombre de personnes beaucoup plus important, puisque on prendra aussi les empreintes digitales pour les personnes en situation irrégulière, pour toutes les personnes débarquées à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, et aux personnes aussi qui sont éligibles à la réinstallation dans l'Union européenne. Avant, on prenait les empreintes pour les enfants de plus de 14 ans. Avec la proposition qui est sur la table du Parlement, ce sera pour toutes les personnes, tous les enfants, dès qu'ils ont l'âge de 6 ans. Et puis, la proposition, elle prévoit aussi des sanctions administratives si on ne veut pas se faire prendre les empreintes digitales, ce qui n'était pas le cas par le passé. Il y avait une obligation de collaborer, il y avait peut-être une pénalité au niveau de la demande d'asile, mais il n'y avait pas de sanctions. Le deuxième règlement, c'est le règlement sur le filtrage. C'est ce qui va permettre aux hotspots de faire le travail de filtrage. Et là aussi, il y a la proposition de règlement vise à harmoniser les pratiques dans l'ensemble de l'Union, renforcer les contrôles des personnes et la surveillance efficace du franchissement aux frontières. Et il prévoit la rétention. Donc, on est vraiment dans un domaine de détention. La rétention, c'est le terme du droit européen pour parler de détention. Rétention à grande échelle des personnes arrivant irrégulièrement aux frontières extérieures de l'Union en vue de leur expulsion rapide. Et ce règlement sur le filtrage va, disons, avec le code frontière Schengen, bénéficier en fait de toutes les bases de données utiles que sont la base de données Eurodac et d'autres bases de données qu'on va voir tout à l'heure. Le règlement sur le filtrage, il prévoit que toutes les personnes qui ont franchi régulièrement la frontière vont en prison vont en rétention, comme dit le droit européen, et dans ce cadre-là, il y aura un contrôle préliminaire de leur état de santé, de leur vulnérabilité, de leur contrôle d'identité. On enregistrera toutes leurs données biométriques, c'est-à-dire empreintes digitales, images faciales, etc. Et aussi, on va contrôler l'identité de cette personne sur toutes les bases de données à disposition par le système d'information Schengen, par Eurodac et par d'autres. Donc, vérifier si c'est un terroriste, vérifier toutes les données dont dispose Interpol, Europol, etc. Le règlement sur le filtrage, il garantit dans le texte l'orientation des personnes vers la procédure adéquate, procédure d'asile rapide, procédure d'asile classique ou expulsion. Et il y a une bataille au niveau politique en ce moment sur le mécanisme de contrôle indépendant. C'est-à-dire que le Conseil ne veut pas d'une institution qui prévoit un contrôle indépendant de ces hotspots, qui fasse travail de pointage pour voir s'il y a des violations des droits de l'homme. Et il se trouve que la Commission propose ce mécanisme, le Parlement est visiblement aussi enclin à mettre en place ce mécanisme, mais c'est devenu un élément assez sensible du point de vue politique. Sur le code frontière Schengen, je vais aller assez vite parce que
ce n'est pas tellement le sujet de vous faire un exposé sur Schengen. Évidemment, vous connaissez tous Schengen et sur le fait que ça réunit quand même beaucoup d'États, y compris la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre ne sont pas encore... ils ont été refoulés une fois encore en 2022 et ne bénéficient pas de ce système de libre circulation. Mais ce code frontière Schengen va fixer les règles relatives aux frontières extérieures à l'Union européenne et au contrôle des frontières intérieures. Ça, vous connaissez, la Suisse fait partie de Schengen. Elle a généralement 30 jours pour intégrer les modifications à Schengen dans son propre droit, ce qui est relativement court, mais disons, de manière générale, elle bénéficie de son droit de participation. Il se trouve qu'avec la proposition de modification au code frontière Schengen qui est faite par la Commission, on va renforcer les contrôles d'identité et de surveillance au sein de l'Union européenne. On va intensifier les contrôles de police sur les territoires et pour faire ça, on a besoin de réformer le code frontière Schengen et on propose justement de permettre des patrouilles et des contrôles d'identité plus étendus dans les zones frontalières, des nouvelles règles qui permettent aux États de procéder plus facilement aussi à des retours sommaires de migrants effectuant des mouvements secondaires dans l'espace Schengen. Donc, si vous avez des migrants qui vont, je ne sais pas, d'Espagne en France, tout ce qui concerne le lien avec les mouvements secondaires, ça va être, disons, on ne va pas faire dans la broderie de Saint-Gall. On va aller dans des procédures d'expulsion assez sommaires. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui inquiète aussi les personnes qui défendent, les ONG qui défendent les droits humains. Je vais aller relativement vite sur cette question. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, le code frontière Schengen a aussi à disposition ce qu'on appelle le système d'information Schengen, qui est un règlement européen qui va aussi disposer de nouvelles fonctionnalités, en particulier sur les partages d'informations, mais surtout sur les éléments biométriques, puisque désormais, dans toutes ces bases de données, vous avez des éléments biométriques, non seulement les empreintes, mais aussi les registres d'ADN, les traces digitales et autres, et les images faciales. Je vais juste venir parce que le temps passe, mais vous les avez à disposition si jamais sur l'observatoire. J'aimerais juste vous dire encore ça qui me paraît très important, c'est le fait que désormais, vous n'avez pas une seule base de données. Vous avez beaucoup de bases de données. Et ce qu'il y a de nouveau avec le pacte sur la migration et l'asile, c'est qu'il va permettre l'interopérabilité de ces bases de données. Et c'est très fâcheux parce que, à mon sens, parce que, si vous voulez, ces bases de données, elles recouvrent le système d'information Schengen. À la base, c'était les voitures volées. Désormais, c'est aussi toutes les personnes qui franchissent les frontières irrégulièrement, c'est toutes les personnes, vous aurez aussi la base Eurodac, qui, elle, recueille toutes les personnes qui sont en demande d'asile. Vous aurez le système d'information VIS sur les visas, qui enregistre et contrôle toutes les demandes de visas de court ou de long séjour. Et vous aurez surtout Europol. Donc ça veut dire qu'avec l'interopérabilité des réseaux, vous faites une assimilation complète entre la criminalité et la migration. C'est-à-dire que dès que vous êtes migrant, vous êtes automatiquement soumis à des recherches sur des bases de données qui concernent la sécurité, le terrorisme, etc. Donc on est là-dedans. Et si vous voulez, il y a 3 autres systèmes d'information européens centralisés qui sont actuellement en développement. C'est l'EES, qui va enregistrer les données relatives aux entrées et sorties, aux refus d'entrée de ressortissants des frontières qui viennent des frontières extérieures. Vous avez surtout
à mon avis, le plus inquiétant, c'est l'ETIAS, c'est le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, qui va permettre de suivre les ressortissants de pays tiers n'ayant pas besoin de visa pour entrer dans la zone Schengen. Et vous avez aussi ECRIS TCN qui contiendra des informations sur les condamnations pénales des ressortissants de pays tiers. Tout ça, c'est prévu pour ces prochains mois. Donc avant, c'était ça. C'était chaque base de données, les autorités chargées en fait des contrôles, elles vérifiaient sur une base de données ou sur l'autre. Ça, c'était conformément au système actuel, les bases de données sont séparées. Donc les autorités qui étaient chargées des contrôles aux frontières peuvent accéder à ces différents systèmes, elles doivent demander l'autorisation et elles ne sont pas techniquement reliées entre elles par rapport à chacune d'entre elles. Et à partir, je pense, de 2024, on aura une interopérabilité complète, c'est-à-dire qu'on pourra comparer automatiquement toutes les données d'identité, les données des documents de voyage, les données biométriques, les images faciales des ressortissants de pays tiers, cela sera fait en un seul clic et cela sera fait il y aura un accès général pour toutes les autorités chargées de la migration, des poursuites pénales, de la gestion des frontières, etc. Je voulais vous dire que ETIAS, en particulier, et le VIS sont particulièrement inquiétants parce qu'ils ils ont des algorithmes d'intelligence artificielle dedans et ils font de la prédiction. Et donc ça, c'est des éléments, c'est des nouveaux concepts qui sont à la disposition de toutes les autorités en charge des migrations et poursuites pénales et autres. Et ça, c'est, ça permet d'identifier en fait les risques de sécurité et de terrorisme. Donc, en fonction de votre image faciale, ou en fonction, il peut prédire des choses. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut supposer en termes juridiques d'avoir ce type de situation qui est là. Je vais aller relativement rapidement, mais ces slides sont à votre disposition et, me semble-t-il, ils sont assez clairs. J'aimerais juste vous dire qu'il y a encore la problématique de la loi sur l'intelligence artificielle qui est hors du pacte, mais disons, l'Union c'est vrai, a développé un système qui est basé, sur un projet de réglementation de ces questions au niveau de la loi sur l'intelligence artificielle, de ce règlement, mais il y a un article 83 dans cette loi qui prévoit que les systèmes d'information à grande échelle sont en principe exclus du champ d'application. Donc SIS, ETIAS, VIS, Eurodac échappent au règlement sur l'intelligence artificielle et pourtant ils sont, selon les termes même de la loi, une catégorie d'intelligence artificielle à haut risque, puisqu'ils devraient être liés à la question de la transparence qui est assurée par cette loi, ou bien à la question aussi de la qualité des données, à la question du contrôle humain. Ils échappent vraiment à cette question. Et ça, c'est probablement un des éléments les plus regrettables de cette loi. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Sur le plan des droits humains, et je terminerai par là, j'aimerais juste vous dire qu'évidemment, les technofrontières, c'est quelque chose qui va ajouter de la dangerosité au passage aux frontières et qui va mettre en péril, évidemment, un certain nombre de vies. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, au niveau des droits humains, des risques de violation assez massives au niveau de l'interopérabilité des réseaux, des données qui va être faites à partir du SIS, mais aussi des bases de données qu'on a évoquées tout à l'heure, y compris de la base de données ETIAS. Et c'est quelque chose qui va aussi être problématique au niveau des droits humains par rapport aux hotspots. Parce que, comme vous le savez, déjà actuellement en Grèce, vous avez beaucoup de hotspots en Grèce qui violent l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
sur notamment la question des conditions de détention, le principe de non-refoulement, les questions de violation de la vie privée et familiale, la question aussi des bases de données, de l'automaticité des expulsions. Tout ça va être relativement problématique avec la mise en place de ce pacte sur l'asile et l'immigration. Et je terminerai juste par là. Vous avez des violations potentielles sur les droits fondamentaux par rapport à ce que je vous ai dit, principe de non-refoulement, principe protection de la vie privée et familiale, principe de non-discrimination aussi, protection des données, ça c'est la base en fait des violations potentielles des droits fondamentaux qui sont là. Je vous rappelle aussi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en reconnaissance faciale, moi par exemple, ma fille peut ouvrir mon téléphone en reconnaissance faciale parce qu'elle a à peu près la même tête que moi, je pense. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais je vous laisse imaginer avec le système d'interopérabilité des bases de données ce que ça va être si vous avez des traits faciaux qui ressemblent quasiment en tout point à quelqu'un qui a un lourd passé judiciaire ou qui est soupçonné, qui a une fiche S, enfin voilà. Ça, c'est des éléments qui sont très problématiques. Et puis, j'aimerais terminer par là. Il n'y a pas que les questions liées aux droits fondamentaux qui est problématique. Il y a aussi la question de l'état de droit. Parce que ça, on l'oublie souvent, l'état de droit. Et le problème, c'est que toutes ces questions du techno-solutionniste des frontières, eh bien, il y a des remises en cause majeures de l'état de droit, et en particulier d'un principe qu'on appelle le principe de la légalité. Normalement, un justiciable, un citoyen, il doit s'attendre à des décisions de l'État. Il y a une question de prévisibilité des décisions de l'État. Il y a une question de clarté, il y a une question aussi d'accessibilité. Le justiciable, il doit savoir que les limites du pouvoir discrétionnaire de l'État, elles existent, qu'il peut faire un certain nombre de choses, mais à un moment donné, c'est limité, ce pouvoir discrétionnaire. Le problème, c'est qu'avec ce qu'on appelle la discrétion algorithmique, les migrants vont se retrouver dans une situation où finalement ce principe de la légalité, ce principe de la prévisibilité des décisions de l'État, eh ben, elle n'est pas du tout claire, quoi. Elle est même largement violée. Et je pense que ça, c'est un élément qui est suffisamment inquiétant pour pouvoir attirer les attentions non seulement des États, mais aussi des humanitaires à cette situation, parce qu'on aura affaire à des migrants qui seront parfois largement désespérés. Une des questions en droit, et je terminerai par là, qui est souvent très importante, en tout cas c'est dans ce cadre-là qu'on avait modifié la loi sur l'asile en 2016, c'était de dire il faut que les requérants d'asile puissent comprendre les décisions. Et s'ils comprennent, ils acceptent mieux. C'est en général un ressort humain assez basique. Le problème, c'est qu'avec la discrétion algorithmique, avec les violations du principe de la légalité qui va sûrement arriver, eh bien, les migrants vont être dans un état encore plus, dans un état de désespoir encore plus grand à cause de l'incompréhension qu'il y aura en lien avec ces éléments dont je vous parle sur les technofrontières. Voilà, c'est pas très réjouissant, mais je pense que, en tout cas, ça doit nous donner espoir pour pouvoir, en tout cas, se battre sur ces questions et regarder précisément en tant que citoyen comment ça fonctionne et demander des comptes aux institutions contre ces éléments. Voilà, merci beaucoup. Merci Cécile. C'est pas réjouissant, mais c'était brillant quand même. Merci. Question, professeur. Oui, je vous amène le micro. Merci. Bonjour, je m'appelle Elvana Toufa. Je viens de Vaud, de Voix d'Exil. C'est le média d'établissement vaudois pour l'accueil des migrants. Je viens ici avec mon collègue Malcolm. Moi, j'avais une question. J'étais très attentif aux chiffres, même avec vos chiffres.
En fait, je ne sais pas si vous avez entendu de l'accord que l'Italie a signé avec l'Albanie par rapport aux migrants. Et à partir de ça, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que cet accord va, comment je peux dire, va modifier le trajet migratoire des migrants qui viennent d'Afrique? Et quand même, moi, je viens d'Albanie, personnellement. Et je suis ici une migrante, sans statut, encore, depuis 4 ans. Et je voulais vous expliquer que même l'Albanie, c'est un pays que, jusqu'à l'année passée, s'était constitué les migrants vers le Royaume-Uni, la plupart des migrants albanais d'Albanie. Je ne dis pas de Kosovo, de Macédoine du Nord et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors c'est sûr qu'il y a les accords de réadmission qui sont passés entre l'Italie et le Mali. L'Italie est très forte pour passer des accords de réadmission, notamment avec la Libye, avec à l'époque de Berlusconi et tout. Et maintenant, c'est effectivement avec le Mali. Ça aura sûrement un effet parce que, par exemple, quand l'Espagne, elle durcit ses frontières ou bien elle convainc à des moments donnés le Maroc ou l'Algérie de recevoir plus aisément ses propres sortissants, bah, ça fait que les gens passent plutôt par les Canaries plutôt que par passer par Ceuta, par exemple. Donc oui, ça a des effets. Entre les routes migratoires, ça fluctue en fonction de là où le curseur est mis de la part des États. Donc oui, ça a un effet. Probablement qu'il y a Moi, je me rappelle très bien quand l'Espagne a durci. Après, les gens passaient du côté de ce côté de l'Afrique par les Canaries. Et c'était beaucoup plus loin, c'était plus dangereux, il y avait plus de morts. Et ils ont quand même passé, parce que, comme je vous dis, les chiffres sur les routes, la migration irrégulière, elle est très importante. Donc, elle va continuer, même s'il y aura plus de morts. Parce que les gens ne retiennent pas. On va profiter que Filippo est là, il parlera cet après-midi, mais il a 2 qualités, il est italien et puis il travaille sur Lampedusa. Tiens, vas-y. Oui, non, par rapport à cette histoire, je suis touché, donc je voulais juste poser déjà les cadres. J'imagine qu'on en parlera, mais vous avez mentionné Frontex. Frontex a une mission en Albanie depuis quelques années, donc disons que le contrôle européen vers les pays externes du voisinage est déjà en place. Et après, moi, mon inquiétude, c'est que ces personnes sortent de la porte, entre guillemets, et qui rentrent par la fenêtre, donc retournent sur la voie de la Balkan Route, par exemple. Donc ça, c'est des problématiques qu'on va devoir probablement envisager. Après, il y a la négociation de l'Albanie pour essayer de rentrer en Union européenne en négociant, en marchandant ce qu'elle peut marchander, comme on a essayé de faire avec la Tunisie, cette idée d'externalisation de l'asile. Mais je voulais juste mentionner le fait qu'une opération similaire a été faite par le Royaume-Uni au Rwanda et que ça a foiré parce que c'était trop cher. Et en gros, ils ont décidé que c'est mieux de créer des bateaux, comme nous on a fait en Italie, des quarantaines, des bateaux de rétention dans des zones genre au Rwanda, dans les eaux territoriales pour pouvoir... parce que c'était trop cher, limite, même d'externaliser ces processus. Oui, et puis on a eu des situations absurdes parce que le Rwanda voulait négocier, par exemple, qu'on ne fasse pas revenir du Royaume-Uni des personnes homosexuelles, par exemple, parce qu'ils ne voulaient pas des homosexuels. Enfin, on a une addition de violations majeures. Et c'est vrai que ce qui était d'autant plus inquiétant, c'était que le gouvernement du Royaume-Uni, disons, assumait quasiment le fait que c'était une violation de la CEDH, ce système, et puis il l'assumait presque sans aucun complexe, quoi. Voilà.
J'ai une question par rapport à un moment de l'exposé où vous avez parlé des pays sûrs et vous aviez entre parenthèses Turquie, Libye, Maroc, Tunisie. Je pourrais hésiter sur le Maroc, mais les 3 autres, ce n'est pas des pays sûrs, me semble-t-il. Oui. Est-ce qu'il y a des critères dans le cadre du pacte de la migration et de l'asile sur la définition de ce qu'est un pays sûr? Alors oui, il y a une définition, mais évidemment, elle est interprétable. Et ça, c'est surtout, je dirais, les autorités en charge de l'asile qui le définissent et les tribunaux. Et c'est vrai que, par exemple, si vous regardez en Suisse, le tribunal administratif fédéral, disons, rediscute la question de la définition. Est-ce que... voilà, il y a eu toute l'histoire de la Somalie, il y a eu l'histoire de l'Érythrée, il y a eu est-ce que ces pays sont sûrs ou pas? Après, ils demandent à des experts pays. Après, il y a toute une négociation qui se fait avec le secrétariat d'État aux migrations, avec ce qui se passe au niveau des autres États européens. Et puis, finalement, ils décident ou pas si ça figure dans la liste des pays sûrs. Alors voilà, mais c'est vrai que c'est très... Voilà, dire que la Libye est un pays sûr, voilà. Oui, merci du propos très clair et très éclairant. J'ai une question qui dépasse un peu le pacte migration-asile, qui consiste à comprendre l'articulation entre ce pacte et en fait les autres règles d'immigration, puisqu'on sait qu'en Europe, on a besoin de travailleurs, de travailleuses qualifiés ou moins qualifiés, pour lesquels on va devoir bien trouver des solutions. Et comment cela s'articule-t-il avec les autres règles d'immigration? Au fond, tout ce système de techno-frontières ne risque-t-il pas, ou est-il même programmé de s'appliquer aussi aux personnes au-delà du domaine de contrôle des flux irréguliers? Et puis la dernière question, alors elle dépasse peut-être le cadre du propos ici, mais au niveau européen, qui propose des alternatives aux défis et au système qui se met en place? Alors sur le reste de la migration, l'Union européenne a notamment assoupli ce qu'ils appellent la Blue Card, la carte bleue qui est un peu pour les travailleurs qualifiés, voire hautement qualifiés. Donc ils ont assoupli un certain nombre de choses parce qu'ils sont conscients qu'ils ont besoin de la migration parce que, disons, les taux de fécondité dans les pays européens descendent et qu'ils ont besoin, il y a une forte pénurie de main-d'œuvre, comme en Suisse dans certains domaines clés. Nago parlait de la santé, évidemment, mais il y en a aussi plein d'autres, comme l'informatique ou d'autres. Et c'est vrai que là, ils ont assoupli. Le problème, c'est... comment dire? Certains, moi, je discutais avec certains ressortissants d'États tiers qui viennent de pays où, justement, il y a aussi de l'immigration illégale. Quand on est un médecin marocain, être dans un pays où ses propres ressortissants sont, disons, traités de manière musclée, c'est pas optimal quand on est marocain de se sentir comme ça. Donc c'est vrai que ce que moi je crains, c'est que finalement on essaye d'attraire un certain nombre de personnes qualifiées, mais tout en, disons, démontrant de manière très forte la domination et l'humiliation des fois sur d'autres migrants. Et ça, je trouve que c'est problématique, parce que c'est sensible, ces questions-là. C'est des questions identitaires, c'est des questions culturelles, voilà. Et puis les alternatives, en tout cas au niveau politique, elles sont pas très très fortes. Je crois que l'ensemble de l'échiquier politique, mais ça regarde que moi, je pense que l'ensemble de l'échiquier politique a compris que la migration était un sujet qui était compliqué politiquement, parce que, disons, les gens sont dans une posture un peu de repli en ce moment.
il y a toute une série d'incertitudes, il y a des questions liées au pouvoir d'achat, il y a plein de problèmes. Et c'est vrai que le discours d'accueil devient de plus en plus difficile à tenir dans un contexte comme celui-là, et les partis ne se pressent pas, en tout cas, pour défendre des projets de société basés sur l'accueil et sur des alternatives. Mais les alternatives existent, les ONG en tout cas les défendent bien, et c'est vrai qu'on a une timidité du discours politique sur cette question, ce qui est évidemment un peu regrettable. Merci, c'est cela. Je vous invite à aller boire un café.